insoumis, incontrôlable pour certains. J'adresse une pensée à ce sujet d'ailleurs à Laurent Gbagbo qui est actuellement, le président Laurent Gbagbo qui est actuellement à la haie. Et de l'autre côté, la CPI, c'est le symbole de la Cour pénale internationale, symbole d'une justice mondialiste, n'est-ce pas, où le principe d'éthique, de vérité, de dignité est soi-disant, prétendument parlant en tout cas, inséré à l'intérieur de ce cadre. Lorsque l'on parle de la CPI, qui est considérée comme un fruit étrange dont très peu de gens arrivent à percer les secrets, il est intéressant de reprendre à notre compte ce proverbe, cet adage qui dit que parfois pour comprendre la saveur d'un fruit, il faut savoir où les jardiniers ont planté l'arbre. Eh bien, on va enquêter sur les jardiniers. On va enquêter sur la nature de ces jardiniers, où est-ce que l'arbre a été planté et de quelle manière ils arrosent justement, de manière pécuniaire, on y vient, justement cet arbre en question qui donne ces fruits que certains mangent et que d'autres recrachent, en l'occurrence Blé Goudé notamment et Laurent Gbagbo. Officiellement, ceux qui financent la CPI ne se cachent pas. En tout cas, il y en a qui ne se cachent pas. Ils sont en majorité issus de l'Union européenne, avec à sa tête la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Il y a aussi d'autres pays en dehors, évidemment, de l'Union européenne qui financent cette cour, en l'occurrence le Canada, etc. Et il y a de l'autre côté, ça c'est 50% la partie, environ 50% l'autre, c'est des ONG, organisations non gouvernementales, ou des personnes privées. Donc on fait très peu de choses généralement parce que la plupart du temps, les personnes ne cherchent pas à creuser, elles restent sur la définition officielle en disant l'Union européenne contrôle la CPI, ce qui n'est pas suffisant comme argumentation lorsque l'on veut avoir un débat critique de fond. Officiellement, les USA font partie, avec la Russie, l'Inde et la Chine, des pays qui, donc à la date du 1er mai 2013, n'avaient pas signé le traité donnant en gros une sorte de validité à cette Cour pénale internationale. Ce qui signifie qu'il y a 3 membres quand même du Conseil de sécurité de l'ONU qui ne reconnaissent pas cette Cour, ce qui n'empêche pas la Cour d'avoir quelque part le droit de juger ce qu'elle estime être passible de poursuite et tout ce qui s'ensuit. La logique matricielle de cette Cour pénale internationale, et là ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, Alioune, se situe du côté de Nuremberg, 1945. Le crime des crimes, le crime sans égal. Le crime qui n'a pas d'équivalent, le génocide, la disparition des Indiens, ça ne compte pas, des peaux rouges qui se font éradiquer, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est des peaux rouges en moins. 400 ans d'esclavage, c'est un détail de l'histoire. Non, le crime des crimes, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le sacro-saint crime, 6 millions de morts, pas un de plus, pas un de moins, et on commémore évidemment ce crime odieux-là. Ce premier tribunal donc de Nuremberg a été créé par les accords de Londres le 8 août 1945 et définit les notions, retenez bien c'est important, de crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l'humanité. Plus tard, une déclaration a institué en parallèle le tribunal de Tokyo le 16 janvier 1946. En 1948, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a pour la première fois reconnu la nécessité d'une juridiction internationale permanente capable de juger les atrocités telles que celles commises lors de la Seconde Guerre mondiale. À sa demande, la Commission du droit international a rédigé 2 statuts au début des années 50, mais ils sont restés malheureusement lettres mortes, enfin, malheureusement ça dépend pour qui, car la guerre froide a rendu la mise en place d'une Cour pénale internationale impossible. On va dire qu'elle a gelé ce mécanisme-là, guerre froide qu'elle était. Mais on a dû attendre le début des années 2000, 2002 plus exactement, après une période d'intense lobbying qui a duré environ 10 ans, d'accord, pour que cette Cour pénale internationale puisse voir le jour. Le 14 mai 1993, le Parlement européen, retenez bien, et là je vais vous demander de prendre des notes pour que les détracteurs ou ceux qui parlent souvent de théorie du complot puissent apposer les éléments de fond en contradiction pour peut-être dire que nos propos, nos analyses sont fausses. Mais généralement, il n'y a pas d'éléments de fond en face de ce que nous disons. Le Parlement européen a créé l'initiative européenne pour la démocratie, que connaît certainement le Dr Sceaux, qui est aujourd'hui baptisé l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, EIDDH. Un programme de financement d'ONG officiellement inspiré du célèbre NED, New Endorsement for Democracy, comme Israël, américain qui a financé à dessein un nombre de changements prétendument démocratiques dans les révolutions dites colorées en Europe de l'Est, mais qui tentent aussi, on le sait aujourd'hui, en Amérique du Sud, on l'avait vu avec l'ambassadeur du Venezuela qui était venu, qui tentent aussi de renverser des régimes qu'il estime être hostiles à la vision hégémonique américaine. Intéressant à souligner comme élément. L'instigateur de ce programme européen se nomme un certain Lord Macmillan Scott.
je vous demande de taper son nom. Il avait déclaré le 27 mai 1993 à l'EIR que les principaux partenaires de ce programme seraient donc le LED, le Westminster Fund for Democracy et le Foreign Office britannique et enfin la George Soros Foundation. Tiens, George Soros encore. Mais comment se fait-il que George Soros atterrit même dans une situation telle que la CPI? Ça me fait même pousser les cheveux. Bientôt j'aurai un afro à force de découvrir que même dans des endroits où on n'imagine pas qu'il serait là, notre cher ami Georges Soros, considéré comme un criminel politique en Russie, il faut savoir qu'il y a eu un mandat international que Poutine a lancé contre ce dernier. Il faut savoir qu'au Venezuela, il est considéré comme un agent, le bras financier armé de la CIA, qui renverse des gouvernements qui sont hostiles à une hégémonie américaine. Eh bien, ce Georges Soros-là, mondialiste devant l'éternel, fait partie de ceux qui sont considérés comme des financiers. Alors vous comprenez, quand j'insiste à vous dire que c'est une intrusion américaine, que nous sommes en train de nous faire infiltrer par les Américains. Qui du moins était là au départ, et qui donc faisait partie des gens dont on émettait la nécessité qu'ils seraient présents, qu'ils devraient être présents pour financer ces structures. L'autre groupe de pression ayant permis la création de la CPI est la Coalition pour la Cour pénale internationale, la CCPI, largement financée et essentiellement contrôlée par une structure que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'OSI. On va voir le logo ici, si bien le permet. L'OSI, Open Society Institute, financé par qui? Créé par qui? Je vais tomber dans une sorte de Soros-latrie, tellement ce personnage est encore une fois présent. Mais on va dire que c'est du hasard, sinon on va nous accuser d'être des bonnes déclensances. Vous nous taxez d'être des conspirationnistes. Donc Soros est là pour la troisième fois par hasard, mais c'est un détail de l'histoire. Alors, largement financé par l'Open Society, et la CCPI a été créée par un certain Richard Dicker, de l'ONG Human Rights Watch. Qui est-ce qui est le fondateur de, je vais demander au public, on va s'amuser un petit peu, de Human Rights Watch? Soros! Vous dites au hasard? George Soros. Incroyable. Incroyable. Quatrième fois pour un seul sujet que ce philanthrope ami de l'humanité, surtout ami de ce qu'il peut en tirer, est présent. Et c'est quelque chose quand même qui nécessite une importante analyse de notre part. Donc, et il est présidé, ce CCPI, aussi, par un certain William Pace, du World Federalist Movement, qui, comme l'explique donc le site extrêmement informatif Solidarité et Progrès, a été financé, là aussi, par un certain Georges Soros. Eh bien non, ce n'est pas Kémy Séba qui est dans la Sorosphobie, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien pour lui non plus, mais je constate que ce monsieur qui nous parle de société ouverte, qui nous parle de société démocratique, qui nous parle de société où le monde vraiment est dans une démarche de libre circulation, etc., est extrêmement présent pour infléchir sur les décisions de populations qui devraient normalement être libres de décider de leur propre destinée. Intéressant souligner, dernier point, l'ancien procureur donc de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a lui-même longuement occupé des postes au sein de fondations assez intéressantes comme la fondation sud-américaine Transparency International, une ONG financée, inspirée par le prince Philippe d'Angleterre et Robert McNamara, et financée par un certain, là encore une fois, je vous demande de vérifier, je vous consulte, un certain Georges Soros. Encore et encore, et Donc, mes amis, pour reprendre la vidéo où le son a eu un petit problème, crise migratoire partie 1, eh bien, j'en profite pour de suite enchaîner avec la partie 2. La partie 2 qui est, ma foi, peut-être la plus difficile à comprendre et la plus difficile, je ne sais pas si c'est difficile. Mais, ma foi, la plus intéressante. Et Kémy Séba explique très bien cette histoire. Et c'est là que vous devez comprendre ce que le CPI a engendré. Donc, que ce soit Gbagbo ou les autres, de toute façon, que ce TPI est largement financé par des gens comme Soros ou comme des
millionnaires qui pensent changer le monde. Enfin, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que il y a des inégalités. Et il y aura toujours des inégalités. Et moi, c'est plutôt ça qui me chagrine. Que les gens, dans le fond, sont dans la même galère, mais qu'il y a un tri. Et que même ici, on voit les gens qui galèrent et les gens qui ne galèrent pas. Donc, vous savez, ici, dans le 13e, je suis dans le 13e arrondissement, et je vois ces blacks bobois qui se la jouent plus blanches que les blanches, et ça me fait penser à l'Afrique du Sud. Vous savez, ces blacks qui viennent d'arriver, je parle de filles bien sûr, et qui se la jouent plus blanches que blanches. Mais, vous savez, ces filles-là, c'est des filles d'ambassadeurs à la Ramayad, c'est des filles où dans leur pays, ils avaient des bonnes places, leurs parents. Et bien sûr qu'ils ne sont pas arrivés dans un bateau. Vous comprenez? Alors, on va continuer à écouter un peu Kémy Séba sur son intervention. Contrôlé par une structure que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'OSI. On va voir le logo ici, si ça le permet. L'OSI, Open Society Institute. Financé par qui? Créé par qui? George Soros. Mon Dieu. Je vais tomber dans une sorte de Soros-latrie, tellement ce personnage est encore une fois présent. Mais on va dire que c'est du hasard, sinon on va nous accuser d'être des bonnes intentions. Vous nous taxez d'être des conspirationnistes. Donc Soros est là pour la 3e fois par hasard, mais c'est un détail de l'histoire. Alors, largement financé par l'Open Society, et la CCPI a été créée par un certain... Pour le coup, le détail de l'histoire, c'était Jean-Marie Le Pen qui parlait des chambres à gaz et qui disait que les chambres à gaz, dans le fond, n'étaient qu'un détail de l'histoire. Et en vérité et à sa juste valeur, je le mets où il faut, bien sûr, je parle de Jean-Marie Le Pen, bien sûr que dans le fond, c'était qu'un détail, l'histoire des chambres à gaz. L'économie va bien plus loin que ça, n'est-ce pas? Richard Dicker, de l'ONG Human Rights Watch. Qui est le fondateur de, je vais demander au public, on va s'amuser un petit peu, de Human Rights Watch? Je vous le dis au hasard, George Soros. Incroyable, incroyable. 4e fois pour un seul sujet que ce philanthrope ami de l'humanité, surtout ami de ce qu'il peut en tirer, est présent. Et c'est quelque chose quand même qui nécessite une importante analyse de notre part. Donc, et il est présidé, ce CCPI, aussi, par un certain William Pace, du World Federalist Movement, qui, comme l'explique donc le site extrêmement informatif Solidarité et Progrès, a été financé, là aussi, par un certain George Soros. Eh bien non, ce n'est pas Kémy Séba qui est dans la Sorosphobie, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien pour lui non plus, mais je constate que ce monsieur qui nous parle de société ouverte, qui nous parle de société démocratique, qui nous parle de société où le monde vraiment est dans une démarche de libre circulation, etc., est extrêmement présent pour infléchir sur les décisions de populations qui devraient normalement être libres de décider de leur propre destinée. Intéressant à souligner. Dernier point, l'ancien procureur donc de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a lui-même longuement occupé des postes au sein de fondations assez intéressantes comme la fondation sud-américaine Transparency International, une ONG financée, inspirée par le Prince Philippe d'Angleterre et Robert McNamara, et financée par un certain, là encore une fois, je vous demande de vérifier, je vous en supplie, un certain George Soros. Encore et encore. Et Monsieur George Soros est attaqué en Europe de l'Est, en Russie. Monsieur Soros a été reconnu comme un agent américain et qui est venu avec sa révolution orange, était venu dans le fond amoindrir Vladimir Poutine, et un mandat d'arrêt et a été mis sur lui, car il a voulu rentrer dans les affaires de Vladimir Poutine. Avant cela, Moreno avait
créé en 1989 sa propre ONG, Poder Ciudadano, excusez-moi, je ne suis pas très hispanophone, financée par le New Endorsement Democracy. Donc avant de prendre son poste à la CPI en 2003, il siégeait au comité consultatif international de Transparency International, mais en tant que procureur, il a participé au cycle de conférences organisé par la très présente OSI, Open Society Institute, encore une fois de Soros. On a donc un message à donner aux personnes qui pensent qu'il y a aujourd'hui une justice mondiale indépendante, une justice mondiale juste, empreinte d'éthique. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il pourrait y avoir une suprastructure qui déciderait en dernière instance de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Parfois on peut avoir des problèmes avec tel État et on est bien content d'avoir des structures supérieures qui puissent juger. Mais quand on sait que la CPI est bien souvent appelée à la rescousse, soit par des chefs d'État ou par des ONG. Et lorsqu'on sait que ces ONG qui appellent la CPI sont financées par les mêmes qui financent la CPI, on tombe dans une problématique qui est que certains sont juges et partis. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une notion de justice équitable. On n'est plus dans une notion de justice qui est quelque part, on pourrait dire, qui a différents axes de réflexion, différents axes d'inspiration. Elle est monocolore, elle est monochrome. Des personnes qui ont autant le monopole financier sur une cour telle que celle-ci ne peuvent pas nous demander de nous plier aux règles de ces dernières. Et on comprend aujourd'hui pourquoi, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un certain Alassane Dramane Ouattara qui était très proche, il faut le dire, quoi qu'on puisse penser de ce dernier, de Georges Soros, et on se rend compte que lui qui pourrait être passible, lui aussi de poursuite vis-à-vis de la CPI, est aujourd'hui extrêmement tranquille, pendant que d'autres doivent répondre date, alors qu'il n'était pas le seul dans ce jeu politique, dans cette guerre politique tragique qui a connu bon nombre de morts. Et il faut... Mais M. Ouattara répondra, il répondra comme Soros et comme Sarkozy doivent répondre. Et on va laisser du temps à l'histoire et à la mise en place de celle-ci, mais il devra répondre lui aussi à ces morts, à ces gens qui l'a tué. Parce qu'on condamne à chaque fois, et d'ailleurs il revient dessus, Monsieur Seba, on condamne à chaque fois Laurent Gbagbo, mais on ne parle pas des massacres que Alassane Ouattara a effectués lui aussi. Pour rappeler aussi pour nos jeunes frères et sœurs africains et panafricanistes et dissidents anti-impérialistes, quels qu'ils soient, d'accord, que les personnes poursuivies par la CPI sont dans leur quasi-intégralité des gens qui sont africains aujourd'hui. Il faut qu'on se pose des questions. Les États-Unis ont bombardé des pays au Moyen-Orient. Ils ont détruit la Libye. Aujourd'hui, il y a des chasses aux nègres parce que justement le pays a été déstructuré, alors que Kadhafi en était l'un des plus grands protecteurs sur bon nombre de points, on peut en discuter. Aujourd'hui, la Libye est détruite parce que les États-Unis et la coalition occidentale impérialiste a réussi à jouer et à donner sa musique là-bas. Personne ne les poursuit, mais lorsque ce sont quelques nègres insolents, impolis, ou qui veulent décider de leur propre avenir, je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout, mais un peu de distance critique, on se rend compte qu'ils sont poursuivis. Il est temps que les Africains apprennent à décider de leur propre destin et ne pas vendre leurs frères à une cour pénale supérieure. Voilà ce que j'ai la chronique de Kémy Seba, on peut être d'accord ou pas. Exactement. Mais le plus important, c'est de donner des faits pour être dans les accords, sinon c'est pas valable. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot. Merci. Cohérent et convaincant, pas qui sur des arguments, Sur des pas facteurs. qui est sur des faits. Tout à fait. Camarade. Alors, vous voyez, si les hommes mettent en place des tribunaux pour juger, ma foi, les délits aussi mineurs que les vols, les escroqueries, eh bien, il y a un tribunal pénal qui existe. Mais ce tribunal pénal est tenu lui-même par ces oligarques qui font la pluie et le beau temps. Vous comprenez? Donc, nous sommes encore dans cette politique du chien qui se mord la queue. C'était Bye Bye Cher sur 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée.